Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission Place aux jeunes, une tribune dédiée exclusivement aux jeunes des différentes formations politiques dans le cadre des élections du 22 novembre prochain. Une émission qui met en avant les préoccupations de la jeunesse. Jeunesse, formation professionnelle et emploi, jeunesse et participation politique, jeunesse et gouvernance, entre autres. Quelle réalité, que faut-il changer pour son plein épanouissement? Et pour animer cette émission, je ne suis pas seul ce soir. Mon confrère Roméo Koueta est sur ce plateau. Roméo Koueta, bonsoir. Bonsoir, Abdourazak Traoré. Effectivement, sur ce plateau, deux représentants de partis politiques en lice pour le double scrutin de novembre prochain. À ma droite, j'ai M. Jean Nakoulma, maire de l'arrondissement 6 de Ouagadougou et par ailleurs secrétaire national chargé de la jeunesse de l'UPC. Bonsoir M. Nakoulma et bienvenue. Bonsoir. À ma gauche, j'ai M. Ahmed Tiendrebergo, il est représentant de la majorité et vice-président de l'Union internationale des jeunes socialistes. Par ailleurs, membre du bureau politique national du MPP. Bonsoir, M. Tiendrebergo. Bonsoir, M. Roméo. Bienvenue. Alors, nous avons 52 minutes d'émission au cours desquelles nous aborderons 4 grands thèmes. Formation et insertion professionnelle et création d'emplois. La question de la gouvernance et de l'offre politique et surtout la place des jeunes dans les sphères de décision au sein des partis politiques. Enfin, la question de la réconciliation et de la cohésion sociale. Voici pour le plat de résistance. Mais avant, une question de généralité. Alors, nous sommes à la fin du premier mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré. Monsieur Tiendrebergo, vous qui êtes de la majorité, est-ce que vous pensez que le gouvernement, au terme de ces 5 années de gouvernance, a pu tirer son épingle du jeu? Si oui, dans quel domaine? Merci, M. Koïta, et merci pour l'occasion pour nous de présenter le bilan positif du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui est un bilan vraiment satisfaisant, que nous pouvons le remarquer dans plusieurs domaines, en matière de formation d'emploi, au niveau de la sécurité et la défense, qui, au début du mandat, c'était pas prévisible. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de résultats qui sont en train de s'engager au niveau de la sécurité intérieure, au niveau de l'agriculture, l'autonomisation de l'agriculture. Vous voyez sur le plan local les cultivateurs. Vous voyez que nous sommes en train de relever beaucoup de défis. Au niveau des infrastructures routières, vous voyez que c'est palpable, c'est visible et tout le monde le voit. Au niveau de l'énergie solaire, vous voyez que l'énergie au Burkina Faso est en train d'être décentralisée. Et même les petits villages qui ont des petites concessions ont l'électrification. Donc je pense que le bilan du président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est un bilan très positif que nous sommes fiers de défendre. En tant que jeunes, nous sommes très fiers de ce bilan et nous comptons défendre ça et nous demandons encore une chance à cette population afin de pouvoir rebeloter pour un mandat 2025-2020 pour terminer. Parce que il est bien évident que le bilan est positif, mais il y a des choses à parfaire et à refaire. Donc un projet de société, c'est très difficile de le faire en 5 ans. Donc nous pensons avoir encore la voix de cette population-là pour terminer donc vous avez énuméré quelques secteurs dans lesquels le président Roch-Marc Christian Kaboré tire son épingle, infrastructure, sécurité, vous avez dit. Vous avez dit sécurité, oui. Énergie solaire. Pour vous, aujourd'hui, tous les petits villages aujourd'hui ont de l'électricité. Alors, M. Nakoulma, vous étiez dans le pays, vous avez suivi un peu les événements. Est-ce que vous êtes d'avis avec ce qu'il dit tout à l'heure? D'accord, merci bien de nous donner donc l'opportunité d'échanger sur ces questions du moment. Mais avant tout, j'aimerais rendre hommage au papa du président du Faso décédé, que je connais à travers surtout ses écrits sur le syndicalisme et la politique que j'ai eu l'occasion d'exploiter dans le cadre de mes études depuis la licence jusqu'à une année doctorale.
Et ceci dit, je pense qu'aujourd'hui, c'est une déception totale lorsqu'on se rend compte, lorsqu'on analyse ce que les apprentis du MPP nous ont proposé. Et tout cela se résume, n'est-ce pas, dans ce que le président lui-même a eu à dire lors de son bilan présenté sur les ondes de la télé. Il dit qu'après 5 ans, lui-même s'est rendu compte de la difficulté qu'il y a à gérer un pays comme le Burkina Faso. Alors nous résumons tous cet échec dans cette pensée et nous pensons que cet échec est dû surtout au fait qu'il n'était pas préparé à gérer le pouvoir. Et donc après l'insurrection, l'espoir tant attendu, surtout de par la jeunesse qui a été, n'est-ce pas, le fait de cette insurrection, nous attendions beaucoup plus et nous avons été servis par un TDR réchauffé comme programme de société des années 2000 par du président Blaise Compaoré, qui était difficilement applicable dans ce Burkina après insurrection. Donc c'est malheureusement triste de constater qu'à tous les niveaux, il y a des échecs. Et la sécurité, je pense qu'il ne faut même pas en parler, il faut seulement prier Dieu pour que ça puisse changer, parce que ni t'était Dieu, le Burkina aujourd'hui n'existerait même pas. L'éducation, c'est dommage de voir qu'il n'y a pas eu les 4 000 ou 5 000 emplois proposés dès l'entrée dans la gestion du MPP. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui plus de 5 000 emplois par an directs de la fonction publique depuis Blaise Compaoré. Donc c'est loin des 400 000 ou 500 000 proposés. C'est vrai qu'on va aborder la question. Voilà, pour l'instant, nous sommes dans des... Bon, donc voilà, donc d'une manière générale, voilà, c'est très triste de constater, mais nous pensons que c'est un échec et le président lui-même l'a reconnu. Mais il ne faut pas quand même être totalement aveugle aussi. Dans des secteurs, il y a des lignes qui ont bougé par endroits. Des infrastructures, nous voyons. Ouagadougou, par exemple, est en chantier, M. Nakoulma. Je suis maire d'arrondissement et je sais comment les projets sont financés. Mais nous sommes en train d'exécuter des budgets des années 2000-2012. Moi, en 2012, j'étais conseiller municipal. Nous avons voté des budgets adoptés et pour le bitumage des voies dans l'arrondissement 6, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Donc peut-être que ce que le MPP propose va venir maintenant. Je ne suis pas d'accord. Ils n'ont pas fait. D'accord. Nous allons évoluer maintenant pour parler de la jeunesse, formation professionnelle et création d'emplois. C'est avec ce chiffre de 2020, plus d'1 200 000 candidatures pour plus de 4 700 postes à pourvoir dans la fonction publique. Est-ce que ce n'est pas là un échec de toutes ces initiatives et ces politiques de création d'emplois et d'entrepreneuriat que le gouvernement tente de mettre en œuvre depuis le début du mandat? Monsieur Tenrebiego. Non, nous ne pensons pas que c'est un échec. C'est vrai qu'on voit qu'il y a plus d'1 million de chercheurs d'emploi et cela interpelle une fois de plus le gouvernement qui a la jeunesse a besoin d'emploi. Et effectivement aussi au niveau du programme présidentiel 2015-2020, nous avons mis en œuvre beaucoup de programmes, c'est-à-dire nous avons travaillé à renforcer la capacité de la formation professionnelle des jeunes, nous avons créé des stages. Nous avons participé au placement de plusieurs jeunes dans des entreprises de stage. Nous avons financé beaucoup de jeunes pour la création des petits projets, la création. Aujourd'hui, si vous remarquez, au niveau des entreprises, il est plus facile de créer des entreprises et l'accompagnement de l'État à ce niveau. Donc nous pensons que ce nombre est effectif, c'est vrai, c'est beaucoup, mais ça interpelle une fois de plus. Et il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et si vous remarquez, depuis 2015-2020, nous avons créé par an au minimum 100 000 emplois. 100 000 emplois et cela est très effectif. Quel type d'emploi? Mais quand on parle de type d'emploi, parce que peut-être ce chiffre en précision, en 2016, lors d'une conférence de presse, le Premier ministre d'alors, le Premier ministre Paul Kabatieba, annonçait 50 000 emplois productifs par an.
dans le cadre donc, de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Ça, c'était 50 000 emplois productifs pour les 5 années. Nous sommes en 2020. Quelle est la réalité? La réalité, c'est ce que je viens de vous dire. La réalité est très palpable. Pendant les 5 ans, nous avons par année créé au minimum 100 000 emplois. Ces 100 000 emplois, on peut le dénombrer dans plusieurs facteurs. Parce que nous avons accompagné plusieurs jeunes dans les créations d'entreprises où ça a été des compétitions de sélection de dossiers où nous avons accompagné ces jeunes, au retour, ont créé beaucoup d'emplois pour des jeunes. Et aussi, nous avons travaillé... Je ne vous arrête pas sur ce point, juste une précision. Dans le cadre du FEJ, je vous donne quelques chiffres. En 2017, le programme, le FEJ, octroie plus de 4 milliards 600 millions de prêts à plus de 11 000 jeunes. Okay? Jusqu'en avril 2019, on avait 32 emplois créés et 800 millions de francs CFA remboursés parce que ce sont des prêts pour des micro-projets. Voilà. Donc les prêts varient entre 100 000 à 1 million de francs CFA ou 1 500 000 francs en CFA. Donc 32 emplois créés entre 2017 et 2019 avec le FEJ. Oui, vous parlez avec le FEJ. Moi, ici, je suis là pour défendre un bilan global. C'est vrai. Oui, mais bon, il faut aussi rappeler que le FEJ fait partie des 4 structures. Il y a le FEJ, il y a le FARF, il y a le FAPE, il y a le FASI, qui fait un global de ce vaste programme de création d'emplois qui a été annoncé. Donc, oui, mais au niveau de la création, oui, c'est dans la même dynamique, mais au niveau de la création d'emplois, ce n'est pas uniquement au niveau de ces structures-là. Ce n'est pas uniquement au niveau de ces structures. Nous avons créé, en matière d'emploi, c'est surtout l'accompagnement et le déracinement du processus. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système inadapté. Le système francophone qui, aujourd'hui, nous allons faire, pour citer le président, on ne peut pas faire philosophie, droit. Aujourd'hui, la demande n'est pas orientée, la demande d'emploi n'est pas orientée dans ce sens. Et là, vous voyez qu'au niveau de la formation professionnelle, au niveau de l'enseignement supérieur, nous sommes en train de maximiser au niveau de la formation scientifique pour réorienter la jeunesse et permettre à la jeunesse de s'auto-employer. Parce que l'État ne peut pas employer tout le monde. D'où ce processus-là que nous sommes en train de faire et que les résultats sont vraiment satisfaisants. Et nous pensons que la dynamique qui était lancée, parce que nous ne pouvons pas déraciner un système des années 60. Depuis les années 60, le système francophone du Burkina Faso, c'est un échec. Et en 5 ans, nous ne pouvons pas déraciner cela. Il faudra du temps. Et si vous remarquez, les jalons sont déjà posés et que nous sommes en train de... Vous avez dit que le bilan était positif. Oui. Si après vous nous dites qu'il faut du temps, qu'est-ce qu'on retient? Non, le bilan est positif. Il faut savoir, en matière de projets, en matière de programmes de société, il y a des bilans à court terme et des bilans à long terme. D'accord, donc on aura retenu, les jalons sont déjà posés en matière de création d'emplois, en matière d'adaptabilité de la formation professionnelle à l'emploi et le besoin sur le marché. Et en 5 ans, nous sommes satisfaits. Le bilan en 5 ans, c'est satisfaisant. Voilà, je suis quand même satisfait du fait que M. Tienbego même reconnaisse que c'est un échec le système éducatif dans lequel nous sommes. Et c'est très important parce que, comme le disait le professeur Joseph Kizerbo, je le paraphrase un peu, c'est comme si on créait des abattoirs dans un pays végétarien. Aujourd'hui, l'offre éducative présentée par le parti au pouvoir n'est pas adaptée. Et surtout avec le nombre de la population que nous avons aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est carrément un échec et il faut tout reprendre. Si on va prendre 5 ans pour poser seulement les jalons, on va prendre encore 5 ans pour poser seulement la première marche. Et je pense que ce n'est pas ce que nous attendons parce qu'aujourd'hui, il faut aller concrètement et vers un développement nécessaire. Et pour revenir à l'éducation, moi, par exemple, j'ai enseigné et aujourd'hui, je vous dis que
nous sommes contents et nous sommes ravis lorsque nous croisons nos professeurs, nos enseignants, qui, de par ce que nous sommes devenus, sont fiers et nous félicitent. Mais à notre tour, lorsque nous croisons les élèves et étudiants que nous avons, n'est-ce pas, enseignés, c'est la désolation parce qu'ils ont du mal à s'insérer. Et aujourd'hui, on me parle de 50 000 emplois, 100 000 emplois. Si toutefois, le MPP avait créé 50 000 emplois par an, aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler de chômage, ça serait quand même absorbé. Malheureusement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au niveau de la fonction publique, depuis le départ de Blaise, par an, de 7 000 ou 16 000 emplois par an, aujourd'hui, nous sommes à moins de 5 000 emplois directement dans la fonction publique. C'est très catastrophique. On forme des jeunes, ils sortent avec des diplômes pour faire quoi? Pour aller s'asseoir à la maison. L'autre alternative, c'est vrai que tout le monde ne peut pas réussir à l'école, l'autre alternative, c'est l'auto-emploi. Qu'est-ce qui est fait? On regroupe les jeunes, venez déposer les dossiers, on récupère, et ça trime, mais rien n'est fait. Et c'est dommage. Est-ce que justement ce processus de financement des micro-projets des jeunes, où ils viennent prendre 100 000 à 1 million ou à 1 500 000, est-ce que c'est vraiment efficace? Parce que là, on sait ce que les jeunes en font quand ils prennent l'argent. Vous savez, les institutions sont là, Dieu merci. Il y a les moyens d'accompagner, mais malheureusement, je pense qu'il manque d'idées organisationnelles. Voilà, comment incuber ces jeunes pour qu'ils puissent être rentables lorsqu'ils viennent. Donc justement, il manque d'idées, mais vous, à l'UPC, vous êtes en lice pour la présidentielle. Oui. Voilà, alors vous êtes en charge de la jeunesse, donc forcément, les questions de création d'emplois, les questions d'employabilité des jeunes vous intéressent. Vous, au niveau de l'UPC, qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine? Alors, chez nous, très simplement, d'abord, il faut reformer, n'est-ce pas, l'éducation afin de l'adapter. Et il faut, aujourd'hui, amener les jeunes à avoir l'amour de l'agriculture, de l'élevage, pour nous proposer des produits made in Burkina. Parce que ça absorbe, malheureusement, nous ne savons pas comment utiliser ces deux pans qui sont quand même très très importants pour le développement d'une nation, pour ne serait-ce qu'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et le président pense créer la Faso Valley à l'image de la Silicon Valley, qui serait en tout cas un espace où chaque jeune qui a une idée lumineuse, ingénieuse, peut avoir un suivi. Après incubation, je note bien, un suivi pour pouvoir mettre en œuvre son idée. Voilà, donc c'est ce qui est important. Aujourd'hui, il ne faut pas venir garantir une carte grise, prendre 100 000 ou 200 000, aller s'asseoir à la maison et 3-4 mois après, on dit non, il n'a pas remboursé. Mais quel a été le processus de suivi? Nous accompagnons les jeunes dans ces structures, mais nous voyons le résultat. La démarche n'est pas ça. Il faut forcément changer et il faut vraiment que les gens soient sérieux. Nous sommes jeunes et nous voulons avoir des références en matière de gestion. Nous voulons avoir des références. Mais lorsque, à chaque fois, on dit non, c'est des systèmes des années combien, on ne peut pas changer ça du jour au lendemain, il y a du laxisme. Et à l'UPC, c'est du sérieux, c'est du concret, c'est du travail. Et le président, de par ce qu'il a été, de par sa formation, c'est la rigueur dans la gestion et dans la gouvernance. On espère vous voir à l'œuvre parce qu'avant vous, beaucoup l'ont dit. Alors, Abdou Razak Traoré, allez-y. Oui, on va évoluer pour parler maintenant de la jeunesse et participation politique. Et en la matière, on sait tous que le slogan « Faire place à la jeunesse » est scandé dans toutes les formations politiques. Mais les chiffres sont quand même là. Les chiffres parlent de moins de 30% de jeunes dans les sphères de décision, alors que plus de 50% de l'électorat est quand même composé de la population jeune. Quelle est la réalité au MPP aujourd'hui, M. Tiendro-Beigo? La réalité au MPP est que c'est que vous voyez, moi je suis là, je suis jeune et que je suis là pour représenter... un cas parmi... oui, je suis là pour représenter la majorité présidentielle. Ça montre déjà... Est-ce que vous êtes sur une liste? Oui, je suis sur une liste. Vous êtes mais c'est pour dire ici... Mais répondez à la question. Vous êtes positionné sur quelle liste? Je suis positionné sur la liste nationale. Vous êtes quel? Mais c'est la place importe peu. Okay. C'est que la dynamique aujourd'hui, c'est qu'au MPP, la responsabilisation de la jeunesse est effective. Et vous me voyez ici représenter la majorité présidentielle. J'ai moins de 30 ans. Ça montre déjà que le président du FASO et le président du MPP
ils ont une vision pour la jeunesse. Et si vous remarquez, dans les différentes listes, la majorité des listes au Burkina Faso, c'est conduit, et dans les différentes provinces, c'est conduit par des jeunes. Et nous, la direction politique... Un exemple de province où la ce sont liste les est jeunes, conduite justement, par des jeunes qui sont en avant. À Koupéla, c'est un jeune qui est là-bas. Il y a beaucoup à Gawa, c'est des jeunes. Quand vous dites jeune, vous mettez quoi dans la jeunesse? Quand je dis jeune, jusqu'à 50 ans, moins de 45 ans. Moins de 45 ans, c'est des jeunes. Effectivement, c'est vrai, mais ça c'est un processus adapté à nous, nos contextes. Sinon, en principe, le jeune, c'est celui qui a moins de 35 ans. Mais vu la charte de l'interparlementaire africain, ils ont pris le processus, ils ont adopté les tests que c'est moins de 45 ans. Donc aujourd'hui, et si vous remarquez, la direction politique nationale du MPP a fait la place à la jeunesse. Et moi, c'est déplorable pour moi de voir le président Zéphirine Diabré, qui est en liste pour les élections législatives et en même temps en liste pour les élections présidentielles. Et cela montre vraiment qu'il y a la soif de la gouvernance, il y a la soif du pouvoir au niveau du MPP. Et aujourd'hui, le président Simon Compaoré, il s'est mis à l'écart. La grosse majorité de la direction politique nationale du MPP on fait table rase pour positionner les jeunes. Et c'est les nouvelles têtes qui sont là. Donc nous sommes très fiers parce que d'ici 2025, vous verrez que non, le MPP sera géré par des jeunes et que le pays sera géré par des jeunes. J'en reviens à vous et je saisis la balle au bon pour adresser une question justement à M. Nakoulma, parce que de plus en plus, la critique est faite à ce niveau par rapport au président Zéphirine Diabré. Je voulais vous entendre sur le sujet. D'accord. On estime qu'un président, un candidat qui se présente et à la présidentielle et aux législatives, je pense que c'est un manque d'ambition. D'accord, je réponds sur ça et je continue sur la jeunesse si vous êtes d'avis. Bon, je pense que le fait que le président se présente sur une liste législative, ce n'est pas sa première fois qu'il se présente. Et comme on le dit, le président n'a jamais siégé plus d'un mois à l'Assemblée nationale. C'est une question stratégique pour conduire, pour avoir le maximum, parce que ce sont des élections qui seront très ouvertes. Et nous n'attendons pas seulement avoir la présidence sans avoir la majorité à l'Assemblée. Pour vraiment gérer, il faut donc les deux. Et remarquez qu'à 32 ans, lorsqu'il a été ministre, il était député, il n'a pas siégé. Et lorsqu'il est revenu, il a lancé le parti. Et en 2012, il était député, il a été élu, il n'a pas siégé. En 2015, il était député, il ne s'est même pas présenté, il n'a pas siégé. Donc, il ne se présente pas juste pour être député parce que je pense qu'il est loin de là, mais c'est une question stratégique. Et pour revenir à la place de la jeunesse chez nous, je pense que c'est quand même le modèle où nous sommes très à l'aise lorsqu'on parle de ça. Mon cher ami est gêné lorsqu'on lui dit de dire il est classé quelième sur la liste nationale. Moi, je suis classé 4e sur la liste nationale et juste devant moi, il y a Madame le maire de l'arrondissement 3, qui est également une jeune dame battante. Et chez nous, la jeunesse moins de 35 ans, le débat politique se passe au Kadiogo. C'est l'image, c'est la tribune et à Bobo Dioulasso. Mais c'est le maire de Komsilia qui a moins de 35 ans qui conduit notre liste contre leur mentor, qui n'a pas moins de 35 ans. Et vous allez voir le clash. À Bobo, c'est un jeune docteur Kone, qui a moins de 35 ans, qui conduit la liste. Et c'est un peu partout, c'est comme ça. Donc c'est juste pour dire que nous, à l'UPC, c'est vraiment le parti qui a réellement matérialisé la place des jeunes. Nous sommes 5 maires dans Ouagadougou, où on a au moins 4 jeunes. Et 6 si on joint le maire de Komsilga. J'ai fait une formation avec les jeunes des partis politiques, dont ceux du MPP, Ivo Mabé et Nematou. Et nous avons donc proposé, effectivement, de porter un quota de 30% aux jeunes pour les postes législatifs et nominatifs. Nous avons été reçus par les présidents de tous les partis politiques, sauf le MPP. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire, ils ne sont pas encore prêts. Mais vous avez été reçu par le président du Faso.
Vous n'avez pas mentionné. Le président du FASO, c'est le Je président... ne parle pas du président du FASO, Non, mais je parle du président mais du MPP. Aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas suivi les procédures. Si vous dites aujourd'hui, vous avez cité des camarades... J'ai eu la latitude de construire, de conduire cette liste. Vous avez cité des camarades du MPP que vous avez participé à travailler. Et je connais très bien ce programme dont vous parlez. Mais peut-être vous n'avez pas suivi la procédure normale. Parce que j'ai vu que vous avez été reçu par le président du FASO, qui est porté par le MPP. Parce que le président du FASO, c'est le président élu. Je ne parle pas du président du FASO. Est le président de tout Je parle de ton président en tant que parti. Le président du MPP ne nous a pas reçus. Mais vous avez fait quelle procédure? Vous l'avez pas. Mon cher ami, même le président de l'Assemblée nous a reçus parce que c'est une institution. Oui. Et nous avons fait toutes les procédures normales. Bon, on ne discute pas de comment ils nous reçoivent, puisque nous avons quand même suivi, nous sommes très organisés. Et c'était un groupement de tous les partis politiques. Voilà. Vous avez l'impression qu'ils ont fait le débat à ce niveau? Oui, je pense que ne nous avoir pas accompagnés ou nous écouter et démontre le fait qu'aujourd'hui, sur les listes du MPP, les jeunes ne sont pas bien placés. Non, mais nous menons toujours ces débats dans les forums, malheureusement. La coordination de la structure dont vous faites est coordonnée par Ivo Nabo. Après moi, c'est moi qui ai dirigé le projet. Oui, mais aujourd'hui, c'est lui qui coordonne ça. Comme alumni, ça veut dire après le projet. Il est membre du MPP. Bon, monsieur, il est membre du bureau politique du MPP. Donc ça montre déjà que le MPP est très dynamique. Ivo n'a pas été placé. Ivo, il n'est pas candidat. Oui, il a déposé, mais il a été écarté. On ne va pas personnaliser, mais dites tout simplement, concrètement, sur quelle liste des jeunes sont suffisamment bien placés au MPP, tout comme il l'a fait? Sur toutes les listes. La majorité des listes. Aujourd'hui... Bon, prenons un exemple. Aujourd'hui, les listes sont connues, on ne va pas s'attarder. Lui-même, il ne peut pas dire il est sûr. Je viens étape par étape. Aujourd'hui, la dynamique au MPP, c'est très clair. C'est le participer au renouvellement de la classe politique. Changer les nouveaux visages. Aujourd'hui, au MPP, si vous prenez les différentes listes provinciales, la liste nationale, c'est des nouvelles figures que les gens n'ont pas de quotidien à avoir. Mais est-ce qu'ils sont jeunes? C'est là toute la question. Oui, ils sont très jeunes. Aujourd'hui, au Kadiogo, c'est un président, c'est le président de l'Assemblée nationale. Il est jeune. Au San Matenga. Non, s'il vous plaît. Nous sommes sur un plateau. Au San Matenga, le président de l'Union nationale de la jeunesse du MPP, Bachis Maïbou Drago, il est très jeune. Ça, on vous le concède. Ah oui. Et au Kulpelro, nous avons un jeune. Lorsqu'on me dit que Bala Sakane est très jeune, je suis surpris. Oui, on n'a pas la même conception de la jeunesse. Au Kulpelro, nous avons un jeune qui est là-bas. À Koupela, nous avons un jeune qui tire la liste là-bas. Il a quel âge? Je pense qu'il a 43 ans. Il a 43 ans. Et dans la plupart, ici vous remarquez, au niveau de la liste nationale, la majorité des jeunes, et moi je suis membre de... Moi je suis sur la liste nationale en tant que titulaire. Oui, vous êtes placé quel lien? Et lui aujourd'hui, c'est pour dire, quand je suis en train de parler du positionnement de la jeunesse, c'est de manière globale. Aujourd'hui, la position de la jeunesse, c'est pas très essentiel. Le fait de participer, c'est pas les positions qui comptent. C'est pas les positions qui comptent. Mais c'est penser à cette jeunesse. Moi, déjà, à moins de 30 ans, je suis sur la liste nationale. Et probablement, je serai... Oui, peut-être que vous tirez le... J'aimerais juste dire à mon frère que... il faut savoir que la jeunesse aussi, positionner la jeunesse aussi, c'est former la jeunesse. C'est pas... Aujourd'hui, là, c'est pas... Les partis politiques, le MPP, c'est un parti politique très organisé. Ce que je veux que vous reconnaissiez, c'est que nous sommes jeunes. Nous n'allons pas permettre des jeunes... Non, je veux juste dire que nous sommes jeunes. Et ce débat, la place des jeunes là, ce n'est pas une question de parti politique. Et ce n'est pas une question de rivalité ou qui fait mieux que qui. C'est un combat d'ensemble. Mais le MPP a C'est un combat d'ensemble. Et qu'on soit du MPP, de l'UPC, et cet renouvellement de la classe, ce combat-là doit se faire d'abord dans nos chapelles politiques. Et porter carrément toute une génération au devant à un moment donné. Parce que nous partageons les mêmes réalités. Ça ne sert pas de se tirer parce que les faits sont là et on connaît les chiffres, on connaît les noms, c'est une réalité, tout est publié, on le sait. Il ne faut pas défendre l'indéfendable, il faut juste qu'ensemble, nous puissions travailler
à faire reconnaître à nos leaders là qu'il faut faire un peu de place à la jeunesse. Si Mais certains partis sont en effectivement, avance, votre leader, encourageons il occupe la place. les autres Il parle de à pouvoir... il parle de renouvellement de la classe politique. C'est très important. Mais avant qu'on laisse la place aux jeunes, est-ce que les jeunes eux-mêmes font l'effort aussi de bien se former? Parce que c'est souvent le reproche qu'on fait aux jeunes. On estime qu'ils sont mal formés, ils ne se forment pas, Ils ne sont pas suffisamment compétents. Ils sont pas compétents et ils courent après, ils sont très cupides. C'est souvent le reproche qu'on fait aux jeunes. Il suffit de leur donner un peu de place pour qu'ils s'en mettent plein les poches. Est-ce que là, la priorité pour les jeunes, au lieu de dire laissez-nous la place, est-ce qu'il ne serait pas mieux de mériter cette place en ayant une bonne formation politique? Parce que quoi qu'on dise, en dépit du reproche qu'on peut faire aux dévanciers, à vos dévanciers, les hommes politiques, mais il faut quand même reconnaître qu'ils ont été quand même bien formés, ils ont pris le temps de se former. Est-ce que le défi n'est pas à ce niveau de la formation? Oui, le défi, effectivement, au niveau de la formation, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse post-insurrectionnelle qui, quand même, la mentalité, la rigueur a changé. Et aujourd'hui, nous, à l'UPC, nous avons eu la chance de diriger des collectivités et pendant 5 ans, de faire donc cette expérience de gestion. Et nous pensons que, et après ces 5 ans, nous sommes outillés et nous pouvons encore aller de l'avant, faire mieux, et sinon même que proposer de meilleures choses. Et il y a des tribunes de formation un peu partout. Et chez nous, à l'UPC, il y a une école de formation. Et nous formons donc les jeunes à tous les niveaux. Et quel qu'en soit, le docteur Kam est le responsable de ce centre de formation, qui, sur toutes les thématiques, travaille à outiller nos jeunes. Donc, je pense que si c'est ce défi-là, c'est d'abord à l'UPC. Et nous présentons aujourd'hui des candidats suffisamment formés. Et je pense que peut-être que la difficulté de l'autre côté, bien qu'ils ont, n'est-ce pas, un centre de formation, et la difficulté, c'est que les jeunes ne sont pas encore prêts. Alors, il faut donc éviter de placer certains jeunes qui n'ont pas de formation politique pour qu'ils puissent venir saboter un travail ou faire moins d'ailleurs que le pied de travail qui est déjà servi aujourd'hui. Vous pensez peut-être à des cas de jeunes précisément qui ont dessus? Bon, des jeunes qui ont dessus, il faut d'abord proposer ces jeunes avant de savoir qu'ils peuvent décevoir ou pas. Et tout ce que je sais, c'est que le MPP, ce n'est pas aujourd'hui le modèle. Lorsqu'on prend au niveau de la gouvernance, j'ai parlé tantôt des valeurs, des références que nous souhaiterions avoir. Nous avons vu tous ces scandales de charbon fin, de gestion des véhicules des maires. Bon, nous ne savons pas si nous avons ces genres de références-là. Qu'est-ce que ça peut en nous matière dire? en matière de formation, en matière de formation et politique de la jeunesse, et nous, aujourd'hui, je défie le UPC de nous montrer une école de formation dans les règles de l'art, avec une bibliothèque, avec des classes, avec tout bien fait, comme le MPP. Aujourd'hui, le MPP, c'est le seul parti politique en Afrique de l'Ouest qui a un centre de formation, Centre international de formation Kwame Nkrumah, qui est très visible et fonctionnel. Informez-vous et ça montre que, et aujourd'hui, nous avons les processus de formation de la jeunesse. Et même des partis, des jeunes, même des autres partis politiques, ils sont formés. Aujourd'hui, quand on voit la dynamique de la gouvernance de l'UPC, ça montre un manque de formation sur l'orientation politique même et idéologique de l'UPC. Ah bon. L'UPC, parce que quand vous regardez le MPP, nous sommes un parti social-démocrate. Et moi, je suis vice-président de l'Union internationale des jeunes socialistes. Je représente le parti sur les sphères internationales en matière d'orientation idéologique. Et le MPP a été félicité sur les 5 ans, 2015-2020, sur le bilan qui est très positif en matière de développement social et démocratique. Et nous sommes très fiers en tant que jeunes d'appartenir. Nous ne sommes pas sur le même Burkina alors. Nous sommes très fiers en tant que jeunes d'appartenir à un grand parti comme le MPP. Et l'international socialiste, tout le monde reconnaît
la place du MPP en matière de gouvernance. Donc, le UPC, En matière de gouvernance, Non, je pense on que va clore le débat. je pense que c'est sur pas cette la question peine de revenir sur la formation. gouvernance parce que nous sommes tous au Burkina. Nous et- allons et justement nous savons. aborder- Et Francis Néa, qui est le président des Jeunes libéraux, et si vous devez avoir un débat sur votre idéologie et la nôtre, vous serez édifié. Mais aujourd'hui, quand on voit la sortie tout de suite de vice-président du MPP et de l'UPC, Nathalien, aujourd'hui qui parle même de problèmes d'orientation idéologique de l'UPC. C'est-à-dire aujourd'hui l'UPC est dans le tâtonnement. Je pense qu'il faut et moi je suivre pense les débats. qu'aujourd'hui dans un Burkina post-institutionnel, nous n'avons pas besoin de tâtonnement idéologique. Nous avons besoin d'une orientation de bons résultats idéologiques. Que vous avez du Une mal, orientation de bons résultats idéologique que vous avez du mal à politique, exposer ici. et politique pour tirer le Burkina Faso. Aujourd'hui, si nous ne sommes même pas capables de gérer un parti politique dans un contexte d'élection qui montre, qui demande à ce que chaque parti politique soit en ordre de bataille, soit à rang serré. Et aujourd'hui, à l'UPC, je ne suis pas là-bas, mais il semble que ça ne sent pas bon. C'est la débandade. Ça fait que... Je pense que vous allez être surpris. Je prends juste une minute Monsieur pour Napoléon, dire par rapport à la démission, nous n'allons pas par rapport épiloguer, à la nous n'allons démission pas de Nathanaël, et que c'est malheureusement un combat démocratique et il a perdu face Voilà, aux jeunes on de a- Komsilga. on a Donc, compris. Nous n'allons pas on connaît nous aussi les attarder. démissions au niveau du MPP, mais apparemment on n'entraîne pas trop. Le MPP, C'est c'est bon, ça, c'est bon, serein. monsieur Ahmed, c'est bon, on aurait compris de la gouvernance des partis politiques. Nous allons passer à la gouvernance tout simplement de manière générale, la gouvernance économique. Est-ce que durant le quinquennat, la gouvernance économique a été vertueuse comme annoncé en grande pompe par le candidat Roch-Marc Christian Kaboré en 2015? Oui, la gouvernance économique, c'est vertueuse parce que quand vous remarquez, le président Roch-Marc Christian Kaboré a accompagné beaucoup d'entrepreneurs en matière économique. Et quand on voit le virage dans lequel nous avons conduit le mandat 2015-2020, au début du mandat, dès la prise du pouvoir du président, nous avons eu des attaques. Nous avons eu des attaques et cela a bouleversé beaucoup parce que c'était... Mais en quoi et les attaques terroristes peuvent-elles impacter sur la gouvernance économique, M. Tendré? Les attaques terroristes, puisque nous avons eu une... Quand le RENLAC dit, par exemple, dans son dernier rapport, que plus de 75% des Burkinabés pensent que la corruption est toujours fréquente, ce sont des chiffres en hausse par rapport aux dernières années. En quoi est-ce que ces chiffres sont liés aux attaques terroristes? Quand vous parlez du bilan du RENLAC, c'est une perception qui n'a pas commencé sous le pouvoir MPP bien avant. Mais quand on voit en matière de démocratie, aujourd'hui, nous sommes dans un processus... La gouvernance économique. Oui, est-ce qu'elle a été vertueuse comme annoncé? Mais C'est là la question. la gouvernance économique est liée aussi à la gouvernance du pays. Et quand est liée à la gouvernance du pays. Et quand vous remarquez la séparation des pouvoirs, aujourd'hui, le RENLAC est libre de faire ses activités comme il veut. C'est pas comme dans certaines époques où tout était piloté par le gouvernement, tout était piloté par le président. Aujourd'hui, si vous remarquez, la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire est très indépendant et tous ceux qui ont des gouvernances économiques qui ne sont pas vertueuses sont appelés à répondre et il n'y a pas de problème. Ça montre qu'aujourd'hui, nous sommes très fiers. Et quand je reviens au niveau des attaques qui a bouleversé et quand même les grandes orientations de notre quinquennat que nous avons su, par notre promptitude et notre prévision, répondre conséquemment, ça montre que nous avons réorienté dès le début du mandat le PNDS pour renforcer au niveau de la défense de la sécurité,
pour renforcer au niveau de la sécurité intérieure. Ça n'a toujours pas permis à l'économie de prospérer. Il va aller au bout de ses idées. Mais après, on passe la parole. l'économie... Il ramène tout à l'insécurité. Non, oui, Bon, oui, on va le laisser aller au bout de mais ses idées, l'insécurité monsieur a impacté. L'insécurité a impacté la gouvernance économique. Et quand vous voyez au niveau des chiffres, c'est très palpable. Nous avons le programme quinquennal du président du Faso. Et nous n'allons pas rentrer ici dans les détails. Nous n'allons pas rentrer dans les détails parce que nous sommes dans un débat très global. Et vous avez... Non, mais si les détails peuvent permettre de vous comprendre, allez-y. Nous voulons des chiffres, nous voulons du concret. Non, quand vous parlez de chiffres, il faudra que la politique du Burkina Faso, nous sortons dans les chiffres. Les populations à la base, n'ont pas besoin de chiffres. Moi, aujourd'hui, là, les populations à la base ont besoin de résultats très concrets. Et vous remarquez dans les petits villages. Je ne sais pas si vous êtes un maire de l'arrondissement 6 à Ouaga. Je ne sais pas si deux fois vous rentrez dans les petits villages pour voir les femmes. Les femmes de petits villages, elles ne connaissent pas les chiffres. La majorité de la population aujourd'hui n'est pas lettrée. Donc nous n'allons pas beaucoup nous focaliser dans les chiffres. Nous allons nous focaliser en matière d'autonomisation des femmes dans les petits villages. Vous voyez que beaucoup de femmes sont en train de créer beaucoup d'emplois et ça impacte l'économie informelle. Les femmes qui créent beaucoup d'emplois? Oui, les femmes qui créent beaucoup d'emplois. À quel niveau? Dans quel village? Dans beaucoup, l'autonomisation des femmes. Oui, mais nous avons financé... C'est un slogan pompeux, on va dire. Non, pas slogan pompeux. Et la réalité est que vous devez descendre dans les petits villages pour voir. D'accord. La promotion de l'économie informelle. Parce que c'est des secteurs très sensibles que nous ne pouvons pas étaler avec des chiffres. D'accord. Donc, Ahmed, on a compris qu'il faut quitter dans les chiffres pour comprendre la gouvernance économique qui a été vertueuse du point de vue de Ahmed Tiandre-Bego. Malheureusement, moi je pense qu'il faut prendre la population burkinabé au sérieux. Il ne faut pas les insulter. Et dire qu'on n'a pas besoin de chiffres ou quoi. Mais depuis les villages jusqu'à la très grande économie et autres, et si vous n'avez pas de chiffres, c'est comme si vous n'avez pas de résultats. Ça se quantifie. Ce que vous avez fait, ça doit se quantifier, ça doit être palpable. Aujourd'hui, le panier de la ménagère, elle est où? Et le SMIC, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, dès qu'on arrivait, on était à là, et après on est à là. Malheureusement, la création, l'auto-emploi des jeunes. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est dommage de voir aujourd'hui les jeunes qui croupissent dans les quartiers. Nous sommes dans l'arrondissement comme mais avec la population. Et je prends les questions de logement dans les quartiers non lotis. De jour, ça chauffe. Qu'est-ce qui a été fait pour améliorer? Donc je pense que l'affaire du PNDS d'ailleurs qui a été tant crié PNDS aujourd'hui là, et tout le monde attend toujours parce qu'on n'a pas compris de ce qui avait été prévu. Si ça avait été réalisé aujourd'hui, le Burkina ne serait pas là. Et l'aspect sécuritaire, impact, ok, mais qu'est-ce qui a été proposé pour parer à cela? Gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce qui est fait pour d'abord empêcher les terroristes de continuer de mener leurs manœuvres? Et qu'est-ce qui est fait pour stopper cela? Pourquoi même ils ont commencé? Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est carrément un échec parce qu'il n'y a pas eu de proposition de résultat. Il n'y a pas eu de proposition de solution pour que le Burkina puisse retrouver, n'est-ce pas, cette lustre-là, de vivre ensemble, de travailler, de bénéficier des gains. Aujourd'hui, tout stagne. Allez, prenez au niveau de l'économie, au marché, mais les entrepreneurs, tout le monde est à bout. Et je pense que ce que l'UPC propose, c'est qu'on corrige l'erreur de 2015. Et le slogan, c'est souvent le Burkina Faso. Mais est-ce que tout ceci a été fait dans les règles de l'art? Tout ceci? Oui. Tout? Toutes ces œuvres dont vous évoquiez tantôt. Ouais. Et je pense que, comme je lui ai dit, ce que nous avons tout de suite développé, fait dans les règles de l'art, est-ce que dans la gestion du MPP, il y a une règle? Moi, ma préoccupation, c'est ça. Qu'est-ce qui a été, quelle démarche, quelles sont les voies qu'on a suivies pour
penser avoir des résultats. Il a plus ou moins je vous dis que ce qui a été proposé n'était pas d'abord en adéquation avec notre situation actuelle. Donc ça ne pouvait pas marcher. Nous sommes en total déphasage. Les résultats du RENLAC sont là. Et les histoires de corruption et autres. Je pense que ça ne sert même plus de revenir sur ça parce que c'est palpable. Nous avons vu des gens qui ont construit des bunkers, qui sont allés en prison, qui sont ressortis libres. S'il vous plaît, concernant la corruption, un fait majeur également relevé dans le rapport qui mentionne qu'il y a un manque d'engagement. Le rapport du RENLAC 2019 qui a été rendu public, je crois qu'il y a quelques 3 semaines, mentionne qu'il y a un manque d'engagement à mettre fin à la corruption. C'est-à-dire qu'au niveau des élites dirigeantes, il y a un manque de volonté, mais également un manque d'exemplarité. Au sommet de l'État. Et ils prennent des cas palpables, le cas Charbonfin, le cas Adama Kanazoué, le deal des audiences à la présidence. Donc le rapport estime qu'il y a un manque d'exemplarité dans la gouvernance. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour être beaucoup plus précis, il y a aussi ce fait que RENLAC a dénoncé, la présidence du FASO, des postes fictifs, des missions fictives ou complaisantes, un poste créé par l'épouse du chef de l'État pour une de ses cousines qui lui sert de coiffeuse. Le principe de la gouvernance, le principe de la démocratie ne me permet pas de commenter des questions qui sont déjà en justice. Parce que le MPP, le gouvernement du président Roch Marc Christian Kaboré prône ces principes-là. Et nous avons séparé les pouvoirs. Mais pour ce et nous avons séparé les pouvoirs. Et la justice est là et vous pouvez le faire. Et déjà, en matière... Le problème, ce n'est pas que la question aille en justice, les questions de justice, moi, je ne commande pas les questions de justice. La justice fait son travail et s'il y a des difficultés, vous pouvez faire appel à la justice. Et également, quand on parle du RENLAC, des rapports du RENLAC, dans les années antérieures, le RENLAC n'était pas assez indépendant pour faire des travaux. Aujourd'hui, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut préciser les choses. Ce que vous devez le mode accepter, de financement, le mode de travail du RENLAC n'a pas changé. Avant la gouvernance MPP, c'est comme ça que le RENLAC fonctionnait. Effectivement. Ça n'a pas du tout changé. Effectivement, nous sommes dans le même pays et nous savons comment le RENLAC fonctionnait. Nous savons qu'ils n'étaient pas assez autonomes. Il n'y a pas la même mise de gouvernance. Aujourd'hui, le RENLAC est totalement indépendant. Non, le RENLAC n'a jamais été rattaché. Oui, ça n'a pas été rattaché. Aux structures étatiques, c'est une structure indépendante. Je pense qu'il ne s'agit pas de discuter sur le mode de travail du RENLAC. Ça, c'est des non-dits de la gouvernance. Et c'est pour dire, ça, c'est le non-dit de la gouvernance pensée. Et nous n'allons pas rentrer dans ces non-dits-là. D'accord. Le fait de s'y mixer dans la gestion des autres institutions, c'est pour dire, le RENLAC aujourd'hui est libre. Le RENLAC travaille et il y a la justice qui est là. Il y a la justice, il y a l'institution judiciaire qui est là. Et tous ces dossiers que vous citez, la plupart sont en instruction en justice. Et nous sommes là et nous avons confiance à la justice. Et nous attendons les résultats. En fait, c'est là où Nous attendons les résultats. Nous sommes presque à la fin de l'émission. On va aller rapidement, mais une minute, quelques secondes. Voilà, juste dire que je suis vraiment d'accord, les pouvoirs sont séparés, les institutions travaillent, mais malheureusement, le hic là, ce n'est pas comment il fonctionnait, comment il fonctionne, mais comment le MPP a pu placer des hommes qui ont trahi la confiance du peuple. Et nous sommes en train de relever le pays. Comment vous avez pu placer des hommes qui ne sont pas intègres? L'élection populaire. Après, le MPP vient c'est un régime post-institutionnel. C'était un échec de la gouvernance. Non, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Les hommes que vous avez placés là, ce ne sont pas des hommes de l'ancien régime. Est-ce que ce sont des hommes de l'ancien régime que vous avez placés? Ce sont vos militants MPP que vous avez placés qui sont aujourd'hui épinglés par le RENLAC et la justice. Comment avez-vous pu placer ces gens-là? Moi, ma question est à ce niveau. Pourquoi avez-vous placé des gens qui ne sont pas intègres, qui ne pensaient pas qu'après un régime post-insurrectionnel, il fallait changer de comportement? Mais la plupart des cas dont vous faites cas. Donc vous avez fait cas d'ailleurs? Non, dont vous faites cas, je dis et je répète très bien. Ces dossiers sont en instruction en justice. Les dossiers sont en instruction. Et la plupart de ceux dont vous faites cas,
ils ont été blanchis par la justice. Nous voyons aujourd'hui le ministre Jean-Claude Bouda qui vient d'être libéré. Monsieur Nakoulma, et cela, c'est vrai, et le président du Faso l'a très bien dit récemment, il défie les juges. Celui qui peut venir dire que le président Roch-Marc Christian Kaboré l'a déjà appelé pour des questions judiciaires. Monsieur Nakoulma, ça aussi c'est une réalité, il faut l'admettre quand même. Du point de vue de la justice, on peut dire que les lignes ont véritablement bougé. On peut dire aujourd'hui que la justice est indépendante. Il n'y a pas de commentaire. C'est quand même sous leur pouvoir qu'on a vu un ministre aller en prison. Je suis très d'accord qu'au niveau des juridictions, des institutions et le fonctionnement est OK, est opérationnel. Il n'y a même pas de débat. Mais pour moi, ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est dans l'état normal de la démocratie. C'est ça, les institutions doivent être séparation de... Donc c'est à saluer. Vous saluez vraiment la démocratie, le dynamique de la démocratie dont le MPP a mis en le... Si on n'avait pas des institutions indépendantes, on ne peut pas fonctionner. Ça, c'est ce que nous avons voulu. Mais maintenant, moi, mon problème, c'est au niveau de la gouvernance. Puisqu'on parle de gouvernance du MPP, comment arriver au pouvoir dans un tel contexte? Vous n'arrivez pas à placer des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Mais je vous dis, malheureusement. Mais je ne sais pas si vous m'écoutez. Je vous dis, ces gens dont vous faites cas, ces personnes ne seront jamais des modèles pour nous. Mais ces gens... Vous avez tantôt accepté que la justice et les principes de la démocratie... Pour la gouvernance du MPP effectivement, vous avez accepté, et ça c'est un acquis. Vous avez déjà accepté que la gouvernance des principes de la démocratie est un acquis. Ça montre que tout individu qui a des difficultés dans la justice, avec la justice, peut répondre librement. Et même les plus hautes autorités de la République. Donc ça montre que déjà c'est un acquis. Et nous sommes très fiers de cela. Nous tirons inexorablement vers la fin de cette émission. Donc on va aller au dernier point, la grande ligne de la réconciliation et cohésion sociale. Est-ce que à ce niveau, on peut reconnaître qu'il y a eu un pas en avant? Parce que le président lui-même, lors de son entretien avec des journalistes récemment, a reconnu à demi-mot que le contexte n'était pas favorable pour y aller. Il a évoqué les questions des attaques terroristes, il a évoqué la fronde sociale qui était à son comble sous sa gouvernance. Il a également évoqué la Covid-19. Voilà, entre autres, des faits qui ont beaucoup justifié le fait que la réconciliation nationale n'a pas véritablement été amorcée. Et au niveau de la réconciliation nationale, nous devons noter que d'abord, il faut la vérité, justice et réconciliation. Et ça, c'est un processus. Et vous avez si bien dit, le président Roch-Marc Christian Kaboré l'a dit, lors du mandat, son prochain mandat, que nous sommes certains que nous allons faire le coup KO. Parce qu'aujourd'hui, les débats ne sont plus à la majorité. Nous sommes en train maintenant de 65-70% en allant. Et là c'est très clair. Et dès les deux semestres, dès le premier semestre du mandat quinquennal 2020-2025, le président Kaboré va très vite engager le processus de cette réconciliation nationale. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, ils vont rentrer. Mais, il y a un mais. Et ceux qui ont des difficultés avec la justice, ils vont aller répondre. Et le président du Faso n'est pas, il ne s'y mixe pas dans les questions de réconciliation nationale. Mais si vous voyez, certains sont dans des débats, ils pensent qu'au niveau de la réconciliation nationale, il faut faire table rase sur les questions de justice. Il ne faut pas se dire la vérité, il ne faut pas, en parlant de réconciliation nationale, c'est laisser ceux qui ont des problèmes avec la justice biffer, mettre des marqueurs noirs sur les questions de justice et dire le Burkina se réconcilie. Mais moi, je pense qu'une bonne réconciliation nationale très profonde, nous devons d'abord passer par la justice. D'accord. Monsieur Nakoulma, un mot rapidement. Voilà, très rapidement, je pense que sur cette question de réconciliation, et comme je disais tantôt, il faut prendre les gens au sérieux. Ce n'est pas après 5 ans qu'on va promettre que si on a encore la confiance des Burkinabés, ce qui va me surprendre, on
on va faire entrer ceux qui sont à l'extérieur. Non, c'est pas ça. Vous avez eu 5 ans. Qu'est-ce qui a été fait allant dans ce sens? D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas eu de chasse aux sorcières? Nous sommes d'accord pour la réconciliation, pour la justice, ainsi de suite. C'est tout un processus, nous sommes d'accord. Mais est-ce qu'il ne fallait pas commencer ce processus-là pour permettre la cohésion au Burkina? Mais ce processus a été Non, engagé c'est par bon, le c'est dialogue bon. politique. On va aller pour un dernier mot pour Ok, chacun. ok. On sait que les élections, c'est pour le 22 novembre C'est ça, c'est prochain. On voit autour de nous, en Côte d'Ivoire, des crises préélectorales, en Guinée, des crises post-électorales. Alors, vous qui êtes jeune et dont on dit que l'avenir nous appartient, qu'est-ce que vous souhaitez rapidement, en 30 secondes, pour les élections à venir? Rapidement. Alors pour moi, c'est simple pour des élections apaisées. Il y a un bilan qui est là et qui est visible, qui est palpable, très négatif. Il faut donc très simplement, et le MPP, au soir des élections, puisse accepter de reconnaître le résultat des urnes et ne pas tenter par quelque manière que ce soit de faire un passage en force ou des trucs comme ça. Parce que là, personne n'acceptera de se faire voler sa victoire cette fois-ci. Merci. Il y a un pacte de bonne conduite qui a été signé dans ce sens. Monsieur Donc, Tiendremergo, allez-y rapidement. Non, nous en quelques pensons secondes. que la gouvernance, le coup KO prochain, très probable, du président Roch Marc Christian Kaboré ne va pas susciter de débat parce que nous avons tout de suite révisé l'audit du fichier électoral qui est très bien et que la majorité, tous les partis politiques l'ont reconnu qu'au Burkina Faso, ça serait des élections libres, transparentes et démocratiques. Et nous allons élire notre président, le président Roch Marc Christian Kaboré, à une majorité très écrasante, à plus de 70%. On aurait compris, nous avons épuisé le temps qui était imparti donc, à cette émission. Donc voilà, qui met fin à cette émission, ce premier numéro de votre émission Place aux jeunes, une tribune de débat qui fait la part belle à la jeunesse des différentes formations politiques en lice pour les élections du 22 novembre prochain. Et je rappelle que c'est un premier numéro avec Ahmed Tiendremergo à ma gauche, qui a représenté le mouvement du peuple pour le progrès, et Jean Nakoulma de l'UPC. Merci donc à tous de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis.